Imaginez que vous écrivez un livre. Ce livre devient un phénomène adapté en film. Le film sort en salle et c'est un raz de marée littéralement. 941 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Presque 1 milliard de dollars. Ça le classe parmi le top 10 à l'époque des films à plus haut profit. Vous vous dites, génial, je vais toucher ma part des bénéfices. Et là, vous recevez un petit courrier du studio et le document comptable est formel. Malgré le milliard récolté, le film accuse une perte nette de 167 millions de dollars. Ce film, vous l'aurez compris, c'est l'adaptation d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Alors, comment un film qui attire des centaines de millions de spectateurs et qui fait presque 1 milliard de chiffre d'affaires peut-il se retrouver en perte comptable? D'autant plus que ce n'est pas un cas unique. Alors, la comptabilité tisse le fil de notre mémoire, et si les chiffres pouvaient parler, que nous diraient-ils? Aujourd'hui, les chiffres nous racontent le monde magique du Hollywood Accounting. L'histoire commence, comme bien souvent, avec les scandales financiers, avec un leak, une fuite. En l'occurrence, en 2010, un document comptable confidentiel de Warner Bros. Concernant donc le 5e opus de Harry Potter atterrit sur Internet, et particulièrement sur le blog Deadline, où on peut toujours le trouver. Et pour la première fois, le grand public voit les vrais chiffres. Mais ces documents fuités montrent une chose qui va piquer un peu les comptables dignes de ce nom. Des coûts déclarés supérieurs aux revenus malgré le fameux succès planétaire. D'un côté, évidemment, on a des recettes qui sont colossales. En 2010, on n'est pas encore au milliard, mais on est tout de même à 612 millions de dollars au moment de l'établissement de ces comptes. Actuellement, en 2025, on est à 941 millions. Incroyable. Mais pour autant, le résultat final, c'est une perte. Et c'est là où la distinction entre chiffre d'affaires et résultat est vraiment primordiale à bien intégrer. Effectivement, 612 millions, c'est le chiffre d'affaires. C'est-à-dire c'est la recette encaissée. Mais pour avoir un résultat, on fait toujours produit moins charge. Produit, c'est quoi? Ce sont toutes les recettes, c'est tout ce qu'on gagne, c'est tout ce qu'on encaisse. Donc ça va être effectivement le chiffre d'affaires, ça va être des subventions, ça va être etc. Et les charges, c'est tous les coûts. Ok. Bah là, on pourrait se dire, d'accord, c'est une perte parce que le film a été excessivement cher à réaliser, à produire. Pas tant. Budget de production déclaré est de 150 millions de dollars. Ce qui est à peu près conforme à ce que montrent toutes les bases de données financières du cinéma. Donc ça, c'est à peu près ok. Le film a coûté 150 millions de dollars. Très cohérent, c'est le 5e film, il y a tous les salaires, tous les trucs, tous les effets spéciaux, etc. etc. Donc, 150 millions de dollars, c'est ok. Mais du coup, si on reprend, on a 612 millions de recettes, on a un film qui nous coûte 150 millions à produire. On est donc censé faire 462 millions de dollars de profit, non? Eh ben non. C'est là qu'il y a des dépenses qui sont un peu sorties du chapeau magique. Et en l'occurrence, Warner Bros. Va facturer 211 millions de dollars de frais de distribution, 130 millions pour la publicité, le marketing, et puis des frais internes de distribution, parfois juste reversés à d'autres divisions de Warner. Mais surtout, on remarque des intérêts massifs. 57 millions de dollars d'intérêts. Ce qui fait qu'au final, l'entité juridique qui a produit l'Ordre du Phénix se retrouve avec une perte de moins 167 millions de dollars. Alors, avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre un terme central ici, c'est le terme de Hollywood Accounting, la comptabilité hollywoodienne.
C'est pas juste une légende, c'est pas une rumeur de plateau de tournage, c'est un ensemble de méthodes comptables un petit peu opaques ou qu'on peut appeler créatives, qui va être utilisé dans l'industrie pour enregistrer justement les bénéfices et les dépenses d'un film, mais d'une manière très particulière qui va viser à minimiser volontairement le profit net déclaré. Oui, parce que Hollywood, c'est bien joli. Hollywood, c'est un très beau quartier à Los Angeles, il n'y a pas de soucis, ils ont des grandes lettres, marketing au top, mais Hollywood en tant que tel, ça fait pas des films. Hollywood, ça crée des entreprises totalement éphémères. Un film, une entreprise, une petite société spécifique. Donc par exemple, pour le 5e Harry Potter 5 LTD. C'est ce qu'on appelle un SPV dans le jargon. Special Purpose Vehicle. Entité à objet unique en français. Donc, c'est pas juste une coquille vide, c'est vraiment une entité comptable indépendante sur le plan juridique. Et donc, ça signifie que le compte de résultat du film va être séparé. Chaque film Harry Potter a eu sa propre entité, a eu son propre compte de résultat et son propre résultat à la fin. Donc évidemment, au tout début, quand vous commencez à tourner le film, le résultat va être déficitaire. Bah oui, parce qu'on va commencer à décaisser, à payer des gens, des décors, etc. bien avant que le film sorte. Souvent, on va dire que c'est 12 à 18 mois. Bien sûr, ça dépend la taille du film. Il y a des films qui, de bout en bout, vont mettre 6, 7, 8 mois à sortir, et il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus longs. Si on pense notamment à la trilogie assez célèbre du Seigneur des Anneaux, elle a été tournée intégralement en 18 mois, entre 1999 et 2000. Et le 3e volet, par exemple, n'est sorti qu'en décembre 2003, soit 3 ans après la fin du tournage et 4 ans après le début du tournage. Donc voilà, vous avez un peu une idée de ce que peuvent être les décalages et les déficits structurels liés à cette activité propre. Donc, je reprends l'idée. Effectivement, on va commencer à filmer, on va avoir des premières dépenses. Au début, totalement logique, totalement cohérent, on n'a pas encore de recette, le film n'est pas sorti. Pour l'instant, on est en résultat déficitaire. Logique, normal, classique. Bien sûr, à un moment donné, le film va sortir. En tout cas, c'est l'idée normalement. Et donc normalement, on est censé se retrouver assez vite en excédent, et parfois en excédent faramineux, comme dans notre cas. Oui et non. Parce que cette entité qui a été créée pour un objet unique, un film unique, elle est intégrée à une plus grosse entité derrière, un plus gros producteur. Ici, en l'occurrence, la Warner Bros. Et qui a prêté l'argent à cette entité unique ? Eh bien, l'entité dite mère. On est dans un cas de filiale un peu, j'allais presque dire classique. On n'est pas exactement dans un cadre classique. Mais le montage est le même. Et donc, même si votre entité à objet unique, votre petit Harry Potter 5 LTD, est bénéficiaire à terme, en tout cas encaisse beaucoup d'argent, bah, il doit rembourser l'argent qu'on lui a prêté dans le cadre de sa production. Alors, évidemment, on pourrait se dire, bah oui, mais la mère a décaissé, mais en fait, la mère, elle se rembourse juste ce qu'elle a donné à la base. Donc les fameux 150 millions de budget du film. Et bah oui, mais non, parce que c'est Hollywood. Comme c'est Hollywood, et ben la maison mère va venir facturer, en plus du budget de production qui a été prêté de base, bah donc des fameux intérêts. Les fameux 57 millions dans le cas d'Harry Potter 5. Ça pourrait s'arrêter là, et notre fameux Harry Potter 5 serait quand même ultra bénéficiaire. Mais bah non, ça s'arrête pas là. La maison mère va venir, en plus de ce fameux budget de production avancé au départ, facturer d'autres coûts internes. C'est le concept des prix de transfert. Donc Warner Bros. Distribution va facturer à Harry Potter 5 le droit de distribuer son propre film au sein de son réseau.
Warner Bros. Marketing va facturer à Harry Potter 5 le droit de faire sa propre pub, etc., etc. Je pense que vous avez compris l'idée. À la fin, l'argent va circuler entre Warner Bros. Production, distribution, marketing, et puis notre petit Harry Potter 5 qui est là et qui encore une fois est juste éphémère et n'est là que pour un film. Et en fait, notre petit Harry Potter 5, lui, il est complètement ruiné parce qu'il doit beaucoup d'argent à sa maman. Alors évidemment, c'est un petit tour de passe-passe, c'est un petit tour de magie. Mais ces pratiques sont totalement, bien qu'un peu controversées, totalement légales dans le cadre des normes comptables américaines. Notamment parce que les définitions contractuelles de profit net sont souvent assez larges et permissives et soumises à interprétation. Mais alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt pour Warner Bros. D'avoir une de ces petites entreprises filles déficitaire? C'est simple. On ne paye pas d'impôt sur les bénéfices, puisqu'il n'y a pas de bénéfices. Notre petite entité Harry Potter 5, ne faisant pas de bénéfices, on ne paye pas d'impôt sur nos fameux 1 milliard, ou nos 612 millions, en tout cas pour l'année 2010. Et puis, il y a quand même un autre petit truc. On imagine, vous êtes acteur, actrice, vous travaillez sur ce film. Dans votre contrat, si vous êtes un tout petit peu doué, vous avez donc votre salaire fixe et puis vous pouvez avoir négocié un petit pourcentage sur les bénéfices nets, n'est-ce pas? Ce qui est assez classique. Oui, mais s'il n'y a pas de bénéfices nets, vous n'allez rien toucher du tout. Ça, c'est aussi le pourquoi on met ces toutes petites sous-entités en déficit. Et le plus fou dans cette affaire, c'est que même les piliers du film se font avoir. Il y a des réalisateurs, des scénaristes, etc., qui ont des contrats qui stipulent qu'ils vont toucher 5% des bénéfices nets. Sauf que le bénéfice net, c'est une licorne totale, ça n'existe pas. Pas dans le monde de la comptabilité hollywoodienne. Et c'est pour ça que les grandes stars, Tom Cruise, Robert Downey Jr., etc., ne vont jamais négocier sur le bénéfice net, mais sur le gross benefit, bénéfice brut, c'est-à-dire sur le premier dollar encaissé. Ils veulent l'argent avant justement nos fameux petits transferts. Et si on reprend un tout petit peu l'exemple du Seigneur des Anneaux, ça a même entraîné un procès de la plupart des acteurs qui se sont sentis quand même un petit peu floués à la fin. Mais bon, promis, j'arrête avec l'exemple du Seigneur des Anneaux. Il y a une vidéo du Binge Doctor qui a été super bien faite justement sur la comptabilité hollywoodienne avec l'exemple du Seigneur des Anneaux, de la trilogie Seigneur des Anneaux. Je vous la mets dans la description. Alors, du coup, je viens de dire vraiment les mesures de performance, je viens de parler de net et de gross. Alors, c'est quoi exactement la différence entre gross revenue et net profit? Gross revenue, c'est donc bien les recettes brutes. C'est vraiment, on revient à l'idée de départ de notre fameux chiffre d'affaires. C'est l'argent total qui va être généré par le film avant les déductions. C'est ce que la plupart du public voit dans les classements box-office. Quand on vous dit tel film a fait tant de millions de dollars d'entrée au box-office, c'est ça, c'est le fameux gross revenue. Alors que le net profit, c'est notre fameux bénéfice, notre fameux recette, produit, moins charge. Et c'est là où souvent Hollywood s'arrange un petit peu pour que ce soit un déficit et non un bénéfice. Donc dans les contrats, si vous êtes payé en pourcentage sur le net, pas ouf, vous risquez de rien toucher du tout. Et c'est là qu'on voit que finalement la comptabilité, c'est pas qu'une histoire de calcul, c'est un petit pouvoir contractuel. Si vous n'êtes pas assez puissant, si vous n'êtes pas assez bankable pour exiger d'avoir un pourcentage du gros, vous finirez comme Harry Potter, riche dans les yeux du monde et totalement pauvre sur le birlan de la Warner Bros. Alors, un dernier petit truc quand même, donc on a parlé des fameux 57 millions d'intérêts, donc je vous ai expliqué effectivement, Warner se facture presque à elle-même, mais à un moment donné, réfléchissons quand même.
57 millions, c'est quand même énorme comme taux d'intérêt. Ben oui, parce qu'au final, le taux d'intérêt pour ce film-là est de 18%. Et moi, je suis prête à parier que même Gringotts, ils font pas des taux aussi élevés. Et c'est devenu un standard. J'avais promis que j'arrêtais avec la trilogie du Seigneur des Anneaux. Je vais donc en prendre une autre que j'adore aussi. Je vais prendre l'exemple du film Star Wars, et particulièrement le retour du Jedi. En l'occurrence, 475 millions de recettes pour un budget de 32 millions. Donc, normalement, pareil, ça explose. Bah ouais, mais non. Bah non, c'est le même principe, hein. On est toujours dans Hollywood. George Lucas est toujours dans Hollywood. Et donc ce film-là, pareil, n'a jamais fait rapporter de bénéfices à cause des fameuses recettes qui n'ont pas été prises en compte, en tout cas qui ont été prises en compte, mais une fois seulement les charges transférées. Et pareil, on retrouve des taux d'intérêt qui sont assez énormes. Et donc là, vraiment, au bout d'un moment, quand on voit que sur toutes ces franchises-là, on retrouve le même système, et c'est pas que dans les franchises, évidemment, mais ça pose un petit peu une question éthique. J'aimerais bien quand même que vous y répondiez en commentaire, que vous nous donniez un petit peu votre avis. Parce que pour moi, là, il y a quand même une frontière entre l'optimisation comptable et puis quand même une certaine opacité qui devient un petit peu floue. Ici, finalement, la comptabilité ne va pas refléter pour moi la réalité économique qu'elle est censée refléter. Et donc, ça soulève quand même, je trouve, des questions de transparence financière dans une industrie où les revenus se comptent quand même en milliards. Donc, jusqu'où la comptabilité a-t-elle le droit ou peut-elle déformer la réalité? Et à quel moment l'optimisation, ça devient une trahison un peu envers les créateurs, envers les gens qui ont travaillé pour justement enrichir cette industrie-là? Je sais pas. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient du casse du siècle là de chez Warner Bros? Bah que 1 milliard de dollars de recettes, ça veut pas forcément dire que vous allez faire des bénéfices selon les cadres comptables. Donc bien faire la distinction entre chiffre d'affaires, donc gross revenue, et bénéfice ou déficit, le net profit. Et puis ben voilà, la manière dont on définit le bénéfice net, elle est vraiment essentielle parce que vous pouvez vite vous faire manipuler par un contrat. Alors, si vous avez l'ambition de devenir créateur, acteur, scénariste, réalisateur, réalisatrice, tout ce que vous voulez, mon meilleur conseil, ça reste quand même penser à bien négocier sur le gross et pas sur le net. Ça, c'est un petit conseil, surtout si vous allez à Hollywood. Mais je vous rassure, en France, on fait la même chose. C'est pas que Hollywood en vrai. Voilà. Et donc, on retient aussi que la comptabilité, bah, c'est pas seulement juste des maths, c'est pas qu'une petite soustraction finalement en résultat. Tout ce qu'on va mettre dedans, bah, c'est un peu un outil stratégique et juridique. Voilà. Le prochain épisode, on va changer un petit peu d'ambiance. On va quitter les studios de cinéma et on va aller plonger dans la jungle colombienne. Et on va parler d'un homme qui avait tellement d'argent liquide qu'il perdait quasiment 1 milliard par an à cause des rats. Dites-moi en commentaire si vous voyez de qui je parle.